Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, on a de la broue dans le toupette. Ben oui, dans le toupette. Moi, habituellement, je dis la frange, mais Benoît Dutrisac, lui, il appelle ça un toupette. On va commencer tout de suite l'émission parce que vous avez sûrement entendu dire que en France, on en est au balbutiement. C'est les tout débuts de l'aide médicale à mourir après un immense débat, un débat de société très différent du débat de société qu'il y a pu y avoir ici au Québec à ce même sujet-là. Et justement, il y a quelqu'un au Québec, c'est Jonathan Marchand, défenseur des droits des personnes handicapées. On l'a souvent reçu à l'émission ici à Cube. Il a décidé de s'adresser aux Français en leur disant, écoutez, vous commencez, vous, le processus de l'aide médicale à mourir. Nous, on l'a fait, ça fait depuis 10 ans maintenant, mais il y a des possibilités de dérive. Donc, on va parler à Monsieur Marchand à l'instant. Jonathan, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour Jonathan, c'est toujours un plaisir de vous parler parce que vous êtes un ardent défenseur des droits des personnes handicapées. Peut-être rappeler à tout le monde pourquoi si souvent on s'est parlé, vous et moi, pour défendre les droits des personnes handicapées. C'est quoi le droit que vous défendez le plus, Jonathan? Ben, moi, c'est le droit de vivre dans la communauté pour les personnes handicapées. On s'est parlé à plusieurs reprises pour ça. J'ai passé 10 ans en CHSLD. On s'est parlé aussi pendant puis après ma libération conditionnelle du CHSLD. Puis aujourd'hui, je vis dans la communauté. On a déjà parlé d'aide à mourir, je crois aussi, là. Oui, absolument. Alors, c'est important, là, pour les gens qui nous écoutent à la télévision et qui voient la résidence, l'endroit où vous habitez, vous n'êtes plus en CHSLD. Vous avez considéré pendant très longtemps que c'était pas un milieu de vie adéquat. En fait, c'était pas un milieu de vie du tout approprié pour vous. Oui, c'est ça. Pour les personnes handicapées, je pense que le premier choix, ce serait de vivre dans la communauté, comme tout le monde, dans le milieu ordinaire, comme tous les autres citoyens. Puis ça devrait être un droit humain de vivre dans la communauté, pas en ségrégation dans des institutions. Aujourd'hui, je suis dans un appartement privatif, comme tout le monde. Je suis pas en résidence et aujourd'hui, c'est moi qui est maître de ma propre vie. C'est moi qui contrôle qu'est-ce qui se passe, comment ma vie se déroule. C'est moi qui choisis mes assistants. J'engage une équipe de 10 personnes qui viennent à temps partiel m'aider jour, soir, nuit. Donc, c'est moi l'employeur. C'est comme une petite entreprise. Donc, je suis vraiment indépendant et je peux participer et contribuer à la société comme tout le monde. Absolument. C'était important pour moi de commencer en rappelant le combat que vous avez fait, parce qu'il y a sûrement des gens qui se rappellent de vous. Vous étiez à un moment donné carrément enchaîné devant l'Assemblée nationale. Bref, ça avait marqué les esprits parce que vous revendiquiez ce droit-là à la dignité. Donc, maintenant qu'on a réétabli bien qui vous êtes et ce pourquoi vous vous battez, Jonathan, expliquez-nous pourquoi vous avez trouvé ça important de faire une vidéo et d'envoyer une lettre, entre guillemets, aux Français pour les prévenir contre les dérapages ou les dérives possibles de l'aide médicale à mourir. Moi, parce que ça a été introduit, cette notion-là. Ça l'a passé à l'Assemblée nationale, justement. Là, c'est rendu au Sénat. C'est une mesure, en fait, c'est de l'aide à mourir, comme on a au Québec, mais qui ils vont directement pour le fond du baril, je dirais. Là.
parce que les élargissements qu'on a eu au Québec, ça a commencé par les personnes qui étaient mourantes. OK? Puis là, quand on a protesté contre ça, parce qu'on a dit tout de suite, regardez, vous commencez par les mourants, après ça, ça va être nous autres. On nous avait assuré qu'il n'était pas question que les personnes handicapées allaient être sujettes à cette loi-là. Évidemment, avec les différentes révisions de la loi, maintenant, depuis 2020, on a accès à l'euthanasie au Québec. Et ça vient juste dévaloriser nos vies. En fait, ça vient coder dans la loi qu'il vaut mieux mourir que d'être une personne handicapée. Pour nous, c'est extrêmement discriminatoire parce que pourquoi est-ce qu'on vise seulement les personnes en fin de vie ou qui sont majoritairement des personnes handicapées et les personnes handicapées? Si c'est bon pour nous autres, ça devrait être bon pour le reste de la société. Donc, ouais. Alors, Jonathan, je trouve que c'est important parce que vous utilisez, oui, c'est ça, vous avez besoin d'aide un petit peu pour respirer. C'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Ah, excusez-moi. Bon, regardez, de quoi Esmaël Durocher, elle a pas le bon tuyau à la bonne place. Donc, excusez-moi, Jonathan. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous dites que dans le fond, c'est l'aide médicale à mourir, un petit peu la façon dont je lis votre texte. Vous percevez, vous, l'aide médicale à mourir un petit peu comme une façon de se débarrasser des personnes handicapées. Vous y voyez du capacitisme. Ça, c'est la discrimination, comme par exemple le racisme, discrimination selon la race, le capacitisme, discrimination selon les capacités physiques, mais vous dites aussi que, comme société au Québec, on a beaucoup plus misé sur l'aide à mourir que sur l'aide à vivre. Autrement dit, si quelqu'un veut se suicider, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire de la prévention, mais les personnes handicapées, on va dire, si ça tente de te suicider, viens-t'en, on va t'aider, ça va être disponible 24 heures sur 24. Est-ce que c'est pas un peu caricatural, votre façon de présenter l'aide médicale à mourir? Non? Tout à fait. Non, pas du tout. En fait, depuis les années 50, en fait, la communauté au Québec des personnes handicapées n'a jamais eu la chance de pouvoir s'émanciper, de pouvoir quitter les institutions. Nous, largement, on est encore dans le garde-robe, on est encore dans la grande noirceur sous le règne de Duplessis. On n'a pas les outils pour pouvoir vivre dans la communauté comme vous tous. On n'en fait pas partie. On reste en ségrégation. Puis il n'y a aucun plan du gouvernement pour changer ça. Moi, je suis un survivant de ce système-là. Mon but, le but à notre groupe Coop Assis, c'est vraiment d'émanciper notre communauté à travers ce qu'on appelle l'assistance personnelle autodirigée. C'est des mesures qui ont été mises en place dans d'autres endroits dans le monde depuis 30-40 ans, mais au Québec, ça s'est jamais fait. Donc, on est extrêmement en arrière sur ces questions-là, puis c'est rendu existentiel pour nous. C'est-à-dire, avec toutes les mesures qui ont été mises en place, tout est mis en place à travers l'euthanasie, à travers la promotion des institutions, pour qu'on assiste à un déclin terminal de notre communauté. Donc, tu sais, qu'on n'ait jamais eu la chance de pouvoir être libre, puis participer à la société, d'être visible, puis de pouvoir contribuer comme tout le monde, ça a des effets extrêmement pervers. Puis aujourd'hui, on le voit, puis les discours, tu sais, on appelle à notre mort ouvertement, comme les Luc Ferrandez et Nathalie Normando de ce monde, ben c'est des discours qui vont devenir de plus en plus normalisé, commun, puis nous autres, on va pas se laisser
effacer comme ça. Là. À un moment donné, il faut qu'on ait un espace, une place dans votre société. Mais tout ce qu'on se fait dire, c'est que par le gouvernement, c'est qu'on veut pas de vous autres. Allez dans vos maisons des aînés, puis si vous n'êtes pas content, ben allez vous faire euthanasier. C'est comme ça que ça marche au Québec. C'est notre réalité. Ouais, vous faites partie des gens qui ont été extrêmement choqués par les propos de Luc Ferrandez en particulier. Vous en avez parlé d'ailleurs sur votre page Facebook le 18 mai. On rappelle que Luc Ferrandez, en discussion avec Nathalie Normando au 98.5 FM, évoquait la possibilité quand quelqu'un, un enfant en particulier, est vraiment atteint d'un handicap très handicapant, de recourir à l'aide médicale à mourir, soit un comité de sages ou des membres de la famille qui pourraient décider ça. Qu'est-ce qui vous a choqué là-dedans? Pourquoi vous avez réagi aussi fortement aux propos de M. Ferrandez? Parce que je pense qu'au Québec, c'est la première fois que j'entends des propos comme ça sur la place publique. D'habitude, le monde se garde une petite gêne, mais tu sais, d'appeler ouvertement à notre disparition comme ça, en tout cas une partie de notre communauté, puis à déshumaniser complètement une partie de notre communauté. Regardez, ça n'a pas sa place, là. C'est haineux, ça devrait pas être, puis c'est clair que ça peut pas être toléré, puis on a le droit de réplique, puis on a répliqué, Ferrandez a eu une petite ses droits de la part de Cogeco, mais il s'en tire indemne, mais c'est un convaincu, là. Le gars, il croit vraiment dans ses propos, il s'est pas excusé sur le fond. Puis ça met un visage sur le type de discrimination qu'on fait face au Québec. Toute cette discussion-là sur l'aide médicale à mourir, je sais que vous préférez le terme euthanasie, c'est excessivement délicat. Si je comprends bien la longue lettre que vous avez écrite à nos collègues français ou à nos amis français de l'autre bord de l'Atlantique, c'est que ce que vous considérez, c'est que la société québécoise n'a pas assez investi pour aider les personnes handicapées à bien vivre et que si on avait plus investi là-dedans, ben, il y a personne qui aurait le goût d'avoir l'aide médicale à mourir. Autrement dit, est-ce qu'on peut juste améliorer les conditions de vie pour que l'aide médicale à mourir ne soit pas une option que les gens handicapés vont considérer? Ben, c'est sûr que c'est très dur de revenir en arrière. Une fois qu'on ouvre ça, comme on a vu, ça va s'élargir constamment. Là, c'est nous autres. Prochainement, bon, ça va être les personnes avec des maladies mentales. Bon, il y a même des discussions pour que les enfants, les mineurs matures puissent y avoir accès. Maintenant, je pense qu'avec la loi, on peut aussi mettre des mesures qui sont anti-discriminatoires. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet de loi, bon, sur l'aide médicale à mourir, moi, que je considère comme étant discriminatoire, mais on peut avoir aussi un contrepoids avec ça qui viendrait garantir une aide à la vie pour les personnes handicapées avec des incapacités sévères, un droit de vivre dans la communauté avec les services. Et ça viendrait changer un peu la donne, là, parce que au Québec, c'est un droit de vivre dans un CHSLD. Le gouvernement n'a pas le choix d'offrir ses services de dernier recours. C'est pour ça que tout l'argent, ou presque, va dans ces services-là. Mais ce n'est pas un droit d'avoir les services pour vivre chez soi, dans la communauté. Donc, on peut changer ça avec la loi. Donc, c'est la prochaine étape pour nous autres, là. D'accord. Ben, en tout cas, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, Jonathan. On s'est parlé plusieurs fois quand vous étiez résident contre votre gré, en fait, en CHSLD. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises à quel point c'était
humiliant, à quel point c'était pas un milieu de vie qui était acceptable pour vous. Vous pouvez pas savoir le bonheur que ça me procure de vous voir aujourd'hui chez vous, dans votre résidence. C'est vous qui prenez les décisions, qui choisissez la couleur des rideaux, la décoration sur les murs, les personnes qui rentrent dans votre intimité. Vraiment, Jonathan, ça fait des années qu'on se parle. C'est la première fois que je vous vois aussi heureux. Puis moi, ça me remplit de bonheur de voir que vous êtes enfin chez vous et que ça se passe bien pour vous. Donc, je vous remercie pour ça. Ben, merci. Puis c'est ça, mon but, c'est d'ouvrir la porte aux pour les autres aussi. Ouais, c'est ça. Ça a tout le temps été un projet collectif. Le gouvernement n'a jamais compris ça, mais oui, ça, on va y arriver. Ben, le gouvernement l'a peut-être pas compris, mais nous, on l'a compris. Vous l'avez toujours expliqué clairement que vous vous battiez pas juste pour vous, mais pour l'ensemble de la communauté des personnes handicapées. Merci beaucoup, Jonathan Marchand. Bon courage pour la suite. Ben, merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Et c'est le moment de la chronique sac de chips où Caroline G. Murphy. Ben, c'est bon. Non, mais tu l'avais sur le bout de la langue. Mais oui, c'est quoi? Parce que j'ai une collègue qui s'appelle Caroline Duplessis. Et moi, j'ai tendance à avoir le réflexe. Moi, je suis très mauvaise avec les noms, très mauvaise avec les prénoms. Je suis certaine qu'il y a un nom pour ça. Ça doit être quelque chose. Excuse-moi. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je pense j'appelais ça juste une maladresse ou une faiblesse. L'autre, tout de suite, là, une maladie. Non, mais moi, je saute aux conclusions. C'est une maladie. Un petit peu rapide. C'est une maladresse. Mais donc, Caroline G. Murphy, je voulais avoir ton titre exact. Chef de marque de sac de chips. Et donc, tu viens une fois par semaine nous parler des grosses histoires. Et on a convenu, toi et moi, que c'était meilleur si je n'étais pas au courant. Donc, je les découvre en même temps que certains membres de notre public. Il y a plein de gens qui sont déjà au courant des histoires, mais moi, je veux les découvrir. Alors, ton premier sujet, c'est Anne-Élisabeth Bossé, que j'adore. Pareil. Je l'adore. Dans tous les sens du terme, là, tu sais, comme comédienne, comme personne, comme militante, parce que Et là, elle doit préciser que Réal Bossé n'est pas son père. Ben, c'est comme s'il y avait juste un nom de famille. Exactement. Mais ce n'est qu'une intro. Ce n'est qu'une intro, parce qu'après, c'est ça, j'allais dire. Il y a beaucoup de monde qui pourrait se poser ces questions-là. Oui, c'est sûr. Dans beaucoup de cas. Ce serait pas une nouvelle. Ce serait pas la nouvelle la plus forte. La plus croustillante. Parce que sac de chips, on veut que ça croustille. On veut que ça croustille. Mais c'est parce qu'elle a quand même été obligée de préciser, parce que tout ça part de... Tu sais, maintenant, sur Google, il y a l'outil avec l'intelligence artificielle qui résume... Quand on lui pose une question, souvent, ça résume dans le haut... Bon, j'ai remarqué ça il y a quelques jours, ouais. Voilà, donc qui est Anne-Élisabeth Bossé. Et là, quand on écrit ça, elle a fait quand même une capture d'écran dans sa story. Ça écrit vraiment, elle est la fille du comédien Réal Bossé. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui doit donc trouver ça. Finalement. Non, qui a pas fait ses recherches, malheureusement. Et donc, elle a mis ça dans sa story. Très drôle. Elle a écrit par-dessus, mon père, ce n'est pas Réal Bossé. Je suis toujours super mal quand les gens m'obstinent sur qui est mon père parce qu'ils l'ont lu sur Internet. C'est faux. Donc, elle a été obligée de préciser ça. C'est important de dire que, donc, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est un petit algorithme qui se promène sur le web et qui est un agrégateur de contenu. Donc, ils vont aller chercher du contenu. Si sur le web, il y a déjà quelqu'un ou plusieurs sources mal informés qui ont dit que Réal Bossé était son père, l'intelligence artificielle ne fera pas la différence entre des fausses et des vraies nouvelles. À ce sujet, je t'informe de quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Sybelle, tu as peut-être déjà entendu l'anecdote. Wikipédia, qui est une encyclopédie populaire, donc c'est monsieur et madame tout le monde qui écrit toutes sortes de niaiseries sur Wikipédia. Ils ont déjà annoncé que Richard était mort dans un accident de voiture. Ah ouais. Tu sais, fait que j'ai beaucoup d'empathie pour Anne-Élisabeth Bossé. Ils disent que son père, c'est Réal Bossé, c'est pas son père. Il y a des fois il y a des horreurs. Oui, effectivement. Il y a des horreurs. Puis normalement, par exemple, ça se corrige assez vite, là, parce qu'il y a plein d'espèces de soldats de Wikipédia qui travaillent. Là, tous les bénévoles. Là, mais le vrai scandale de Wikipédia, c'est que je n'ai pas de fiche Wikipédia.
C'est vrai, ça, je l'ai déjà mentionné mais ici. c'est scandaleux. Par contre, j'ai fait le test. J'ai écrit Sophie Durocher plus IA, pour voir qu'est-ce qui sortait en haut. Ça disait femme de médias, plus de 30 ans d'expérience. Ça marchait. Tu vois, c'est une erreur parce que c'est 40 ans d'expérience. Je vais leur dire. Ouais, je vais leur tu dire. les appelleras. Par contre, donc, Réal Bossé. Donc, c'est important, d'autant plus dans le cas d'Elisabeth Bossé, de dire qui est son père. C'est que son père est atteint de la maladie d'Alzheimer, si je me trompe pas, et que, justement, elle est une excellente porte-parole pour cette cause-là. Elle est venue ici en entrevue à Cube. Elle a témoigné de la lente dégénérescence de son père. Elle en a parlé avec beaucoup d'émotion. Elle ramasse des sous. Elle fait des levées de fonds pour, genre, la Société de l'Alzheimer puis tout ça. Fait que c'est plate parce que quand on dit que son père, c'est Réal Bossé, elle a un père qui vient avec une cause, donc c'est comme nier la cause de son père. Oui. Mais là, juste, tu sais, c'est ça. On dit donc que l'intelligence artificielle fait des erreurs. Oui, mais nous, au sac de chips, on en fait très peu, OK? Et j'ai décidé de ressortir une liste de vedettes qui, elles, ont des vrais liens familiaux que vous ne connaissez peut-être pas. Parce que c'est pas le même nom de famille, genre. Parce que des fois, c'est pas le même nom de famille. Maxime Leflaguet, tu peux pas deviner que c'est le fils de Michel Côté, mais tu peux savoir que c'est le fils de Véronique Leflaguet. Voilà. Mais là, c'est ça. Donc, j'ai essayé de garder ceux qu'on connaît moins. T'es bonne, Caroline J. Murphy. Je fais des liens. Je fais des liens. J'aime ça. Non, mais je me prépare pour venir ici. Là. Mais oui, c'est pas toujours. C'est un vrai job. Là, il y en a que vous allez peut-être connaître là, parce que vous êtes dans les médias, mais pensez là, à nos auditeurs là, qui vont peut-être être surpris. Okay. Alors, Alexis Martin, grand homme de théâtre. Oui, c'est l'oncle de Béatrice Picard. De Béatrice Martin. Ah, ça, c'est ta maladresse. Mais je t'ai dit que j'étais pas bonne avec les les générations, ça marcherait pas, là, en plus, si c'était l'oncle. Alexis mais Martin, tout à fait. Et c'est l'oncle de Cœur de Pirate. De Cœur de Pirate, donc du côté des Martins, là, vous aurez deviné. Émile Proulx-Cloutier, OK? On sait que c'est le fils de Daniel Proulx et de Raymond Cloutier, deux comédiens. Mais Daniel Proulx, sa mère, est aussi la tante de Catherine Proulx-Lemay. Ah, ouais. Oui, et donc Catherine Proulx-Lemay et Émile Proulx-Cloutier sont des cousins. C'est Proux-Proux. Proux-Proux, c'est par les Proux. Ça, c'est par là que ça se passe. Non, mais c'est le fun de savoir ça. Oui, puis c'est drôle parce que... T'as l'impression d'avoir un meilleur portrait. Parce que Proulx-Cloutier, il est avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Barbeau-Lavalette. Puis là, moi, je me suis toujours demandé, quand t'as des enfants, quand t'as deux fois des noms composés, est-ce que les enfants s'appellent Proulx-Cloutier Barbeau-Laviolette? Lavalette, pardon. Ouais, ils choisissent, je crois. Je sais pas comment ils ont appelé leurs enfants, cela dit. Et Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est la fille, donc, de Manon Barbeau, qui est elle-même la fille d'un monsieur Barbeau, qui était un dessinateur du Refus Global. Marcel, mais je suis pas bonne dans les prénoms, tu vois, je te l'ai dit, je suis pas bonne dans les noms. Vous avez lu La femme qui fuit, là, c'est toute l'histoire. Donc, ça raconte l'histoire de sa grand-mère qui a fui à Paris pour vivre de son art. Bon, bref, on va le retrouver. Hugo, il est au téléphone, il n'y a pas le temps. Ah bon, parfait. Mais je vous en donne quelques derniers. Oui, Marcel Barbeau, merci. Voilà, Marcel. Bon, vas-y, elle nous a sauvés. Alors, Hélène Bourgeois-Leclerc, ça se passe du côté des Leclerc. Elle est la cousine de Jean Leloup, qui est aussi Jean Leclerc. Son vrai nom, c'est Jean Leclerc. Voilà. Et elle a déjà déclaré aux 7 jours qu'il l'avait gardé quand elle était petite. Parce qu'ils ont quand même 13 ans de différence, les cousins. Ah, c'est mignon. Ben moi, juste dire par rapport au Leclerc, Félix Leclerc, il est quelque part dans ma famille. Quand même proche. C'est un petit cousin de mon grand-père ou ma grand-mère paternelle. OK, quand même ça pourrait être plus proche. Ça pourrait être plus proche. Je suis un peu plus loin dans... Eulalie du Rocher. Il y a une école qui s'appelle Eulalie du Rocher. À Saint-Lambert. Oui. Ben, c'est dans mon arbre familial. Ah ben. Oui. Les du Rocher. Les du Rocher. Et du côté de ma mère, qui est une Péra, ben là, on remonte à une des premières filles du roi qui est arrivée ici en Nouvelle-France. Et il y a même une rue qui porte son nom. Elle s'appelle Louise quelque chose. Je vais le retrouver puis je vais donner ça. Il y a une rue qui porte son nom à La Prairie. Toi, Caroline J. Murphy, quels sont tes liens? Ouais. Le G, là. Non, mais c'est tellement... une famille de G de père en fille. Non, mais vous allez capoter. Ah, ben là. Vous savez, j'en reviens pas. On dirait que vous saviez où je m'en allais. Alors, écoutez ça. Le G de mon nom, c'est le nom de famille de mon père, qui est Gratton. Gratton avec un seul T. Ce qui nous amène au comédien Vincent Gratton, qui est son cousin. Vincent Gratton, qui est donc mon grand cousin, et le cousin, je l'avais sur ma liste, c'est là qu'on s'en allait, de François Chénier, un autre comédien qui joue Carl IV Charret dans Radio Enfer. C'est pas tout le monde qui savent qu'ils sont cousins, ces deux-là. Encore moins de monde savent que le G, c'est Gratton. Oui.
Donc, c'est drôle, là. Donc, Graton, oui, c'est ma famille. C'est très avec drôle. un T. Ouais. Graton avec un seul T, oui, ils sont très fiers de ça. Donc, je le mentionne. Là, parce non, mais que c'est important. Parce que c'est important, c'est des branches fois, différentes et tout. Donc, et donc, François Chénier et Vincent Graton sont aussi les neveux de Françoise Graton, qui était comédienne, femme de Gilles Pelletier. Absolument. Feu, Gilles, les deux. Dieu. Aujourd'hui. Ouais. Ça reste quand même dans les mêmes domaines, hein? Oui, dans ce cas-là, c'est effectivement... C'est comme des familles c'est comme une famille de comédiens. Puis ils ont aussi... il y a aussi Rachel Graton, aujourd'hui, qui est très, très connue, qui est comédienne, scénariste et tout ça, qui est la nièce de Vincent. La nièce de Vincent donc Graton. Par rapport à toi? On a le même arrière-grand-père. Le même arrière-grand-père. Ben, quand même. À un moment donné... ça répète plus pour un chou. Alors, tu vois, moi, je pensais... Je lançais ça juste en disant le G dans ton nom de famille. Comptez sur moi pour saisir les occasions. Prenons le sujet numéro 2. Ben oui, passons à un gars de Saint-Hyacinthe qui offre de ramasser les crottes de votre chien pour 15 $ par semaine. Il me semble que c'est pas beaucoup. Mais ça, je disais tantôt que tu ferais pas pour 15 $, toi. Moi aussi, je trouve pas ça cher. Mais ça, c'est un deal. 15 $, ramasser même la mon merde. fils, là, il cherche une job d'été, mais tu sais, 15 $ par semaine. 15 $ de l'heure, s'il vous plaît. Mais si tu as beaucoup de clients, parce que lui, il charge à chaque client, il charge 15 $ pour aller faire le tour. Dans le fond, là, regardez, on le voit là, le monsieur. C'est pas long, ramasser de la merde. C'est pas si long. Tu sais, t'arrives avec une petite pelle, un sac, tu fais le tour, mais ça dépend combien de fois. Laisse pas préciser combien de fois il passe dans une semaine. Mais en tout cas, il charge 15 $ par semaine. Il peut vous faire le ménage, évidemment, dans la cour. Là. Il vous suit pas si vous allez prendre une marche avec votre chien, vous aurez compris. OK, donc il fait juste, il sort pas les chiens, il fait juste ramasser les crottes. C'est un service de nettoyage, oui. OK, mais des crottes, ça veut dire que donc, c'est 15 $ par semaine. Donc, il vient une fois par semaine ramasser des crottes. Le reste du temps, qu'est-ce que tu fais avec les crottes? T'as des crottes dans ta cour. Mais ça dépend, parce que, tu sais, c'est ça, mettons que en tant que propriétaire de chien, ce que je pourrais dire... ton chien est gros, fait que tes crottes doivent être grosses. Souvent, les gens vont quand même les promener. Donc, il va y avoir eu des moments où les cacas vont avoir été faits ailleurs que dans la cour. Mais une soirée, t'as pas le goût de promener ton chien. Il va faire un caca. C'est dégueulasse! De le laisser. Mais faire caca dans la cour, mais c'est répugnant. Mais non, mais tu peux le dresser puis il va toujours au même endroit. OK, moi, je trouve ça dégueulasse. Mais pas dans le carré de sable. Mais t'as des chiens là-dedans. Non, un carré de sable juste pour le chien. Ah, OK. Non, je suis propre quand même. Comment ça, wesh? Non, mais mais je suis dans l'image d'un carré de sable où il y a les enfants puis le chien en même temps. C'est là que j'étais. Mais je veux juste dire que sa compagnie s'appelle Ramasse Crotte, puis que ça m'a encore une fois amené à faire des recherches. Puis je me suis rendu compte qu'il n'est pas le seul à cette partie de business de ramassage de caca de chien. Il y a Crotte que Crotte à Saguenay et Caca Scoop à Gatineau. Ah, elles sont bien meilleures, ces deux noms-là. Non, ils sont quand même pas mauvais. Crotte que Crotte, c'est bon. OK, attends, regarde, ça prend des notes. Qu'est-ce que tu prends, là? J'ai écrit Crotte que Crotte. Elle l'a noté, ça. Ouais, elle prend des petites notes des fois. Je prends toujours des notes. Mais parce que c'est pas parce que c'est sac de chips que c'est moins pertinent. Non, mais je me demandais, chaque fois que mon invité dit quelque chose de rigolo ou d'intéressant ou quelque chose qui me fait réfléchir, je prends une petite note. Tu les ressors une soirée, check ce que j'ai noté. C'est tout ce qu'il y a sur ma feuille. Crotte que crotte. Crotte que hey, les amis, merci beaucoup, Caroline. Ça fait plaisir. G. Murphy, maintenant, on sait c'est quoi le G. Oui. Merci, ben, on s'en va. Ah, c'est un petit sweep. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui. Là? C'est jeudi. Ben, c'est jeudi. Moi, ça me fait d'autres explications. Merci beaucoup, Caroline. Plaisir. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, depuis que Donald Trump aux États-Unis a décidé d'imposer des tarifs, bon, là, on sait que évidemment ça branle dans le manche, cette affaire-là, l'affaire des tarifs, mais il reste quand même que janvier, février, mars, on entendait juste parler de « Oh, on veut plus rien savoir des États-Unis, puis les États-Unis veulent plus rien savoir de nous ». Ben, ça a évidemment un prix quand on parle de tourisme, et il y a une destination aux États-Unis que les Québécois aime bien, c'est le New Jersey. On va parler avec Nicole Dufour, c'est une Québécoise, elle est représentante de la région du Jersey Cape pour le Canada. Madame Dufour, bonjour. Bonjour Sophie, vous allez bien? Ben moi ça va très bien, Madame Dufour. On a échangé vous et moi sur les médias sociaux parce que il y a eu tout un revirement de situation. Alors on va commencer par le début. Quand l'annonce des tarifs et et tout ça a été mise en place, quel genre de réaction ça a provoqué auprès pour les bonnes relations, disons, entre les Québécois et le New Jersey?
Ben, disons que au début, ça n'a pas bougé trop. On se demandait un peu où est-ce qu'on s'en allait dans tout ça. Et puis, à un moment donné, on s'est ramassé dans, on peut dire, des montagnes russes. Dans le cas-ci, ce serait les montagnes Us, si on veut. Parce que il y a eu des virages assez secs, puis ensuite une descente vertigineuse. Et là, ben, c'est comme... Là-bas, évidemment, c'est un État démocrate, bien sûr. Puis les gens, ils savaient plus. C'est comme si c'était la consternation. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Et donc, moi, je leur ai dit, est-ce que vous voulez quand même qu'on continue à faire du travail pour la prochaine saison? Mais tout le monde a été un peu comme on a attendu que la poussière tombe. Et puis, mais là, c'est évidemment, c'est un peu comme deux bonnes amies, puis qu'il y a quelqu'un qui vient se mettre entre les deux, là. Et ça a fait qu'il y a eu, bon, là, il y avait des gens qui envoyaient des bêtises, des annulations, etc., etc. Fait qu'il a fallu laisser tomber ça. Et puis, mais là, depuis 2-3 semaines, c'est comme on dirait que tout est retombé, c'est comme si on est descendu du manège, là, puis qu'on prend notre respire. Et aux dernières nouvelles, parce que j'ai parlé au bureau de tourisme il y a 2 jours, les réservations ont recommencé, les terrains de camping, semble-t-il, sont presque pleins, et puis là, tout le monde est redevenu des amis, ça a bien l'air. C'est comme si... les souvenirs, parce que c'est une destination famille qui existe depuis, c'est comme des décennies, c'est de famille en famille en famille. Alors j'ai l'impression que les souvenirs, puis le bon temps que les gens ont passé, c'est revenu, puis là, c'est comme... Mais donc, mais ça, c'est intéressant. Donc, un retournement de situation. Vous nous dites qu'il y a beaucoup de réservations qui ont recommencé, des campings qui sont pleins. Donc, ça veut dire que des Québécois qui, au départ, avaient dit non, moi, je veux plus rien savoir des États-Unis, ben, finalement, il va y avoir beaucoup de Québécois, en tout cas au New Jersey, cet été. Là, je veux qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que vous nous avez dit que, au moment où ça brassait fort, il y avait des gens qui appelaient pour dire des bêtises. C'était donc des Québécois qui appelaient le bureau de tourisme du New Jersey? Le bureau de tourisme du Jersey Cape, là. Ouais. Alors, ils avaient soit des appels, soit des lettres, soit des courriels. Wow. Fait que eux, au début, ils savaient pas trop exactement comment gérer ça. Mais bon, c'est comme genre, on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, ben là, eux, ils se sont réveillés parce que comme nous, de notre côté, tout se faisait boycotter. Bon, comme je l'ai dit, j'avais des médias qui devaient y aller, qui y allaient plus. On en rajoute là un peu. Mais finalement, là, eux, ils ont dit, bon, OK, ben dans ce cas-là, étant donné qu'ils veulent rien savoir de nous, les campagnes publicitaires que vous deviez prendre, ben prenez-les pas. On va régler ça comme ça. Et puis, je pense qu'ils ont été les premiers à dire, on va attendre que la poussière tombe, là, puis ça va se replacer. Puis c'était surtout, il faut dire que l'hiver était difficile, fait que tu penses pas les vacances dans ce temps-là trop. Parce que là, le beau temps revient, puis là, c'est comme, ah oui, mais on aimait ça, aller là, puis les plages sont belles, puis etc. Donc, je pense que les émotions ont repris le dessus, si on veut. Je comprends. Mais quand vous dites donc qu'il y avait des médias qui ont annulé, c'est qu'en fait, il y avait des médias canadiens qui devaient aller au Jersey Cape pour faire des reportages. Il y en avait un, là, c'était pour la migration des oiseaux au centre Audubon. Il paraît que c'est magnifique, cet endroit-là. Et l'autre devait venir pour le Festival des papillons monarques. Donc, il y a vraiment des médias québécois qui devaient envoyer des représentants au Jersey Cape pour couvrir des événements, puis qui ont annulé à cause des tarifs américains. C'est quand même spécial, hein? Oui, parce que moi, j'avais commencé à travailler déjà les itinéraires pour ces médias-là. Et donc, là, ça fut, j'ai reçu des courriels pour me dire, notre rédacteur en chef dit que c'est non. On avait même pris une demi-page dans le magazine de CAA. Et là, CAA nous ont avisé qu'ils ne mettaient aucune publicité américaine. Fait que là, c'est comme ça, s'est mis à tomber. Attendez, Nicole, parce que là, vous venez de me dire quelque chose, je trouve ça hilarant. Donc, le CAA, qui est vraiment l'organisme pour les
des automobilistes, là. Oui. Donc, eux, ils ont un magazine qui est formidable, qui est vraiment bien fait quand on est membre de CAA. On reçoit ça, puis c'est plein de suggestions de tourisme. Oui. Donc, ils ont dit, on ne prend même plus de publicité pour des destinations américaines. Ça me fait capoter. Parce qu'on avait signé l'entente déjà pour une demi-page. Et puis là, la directrice m'a appelé. Elle m'a dit, je viens d'avoir un courriel de CAA. Ils ne prennent pas de publicité américaine. Ça fait que là, c'est comme ça tombait. Là, eux, là-bas, ils savaient plus où se lancer. Là, qu'est-ce qu'on fait? Mon Dieu. Fait que là, moi, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez que je continue? Je m'en vais. Puis ils m'ont dit, on va attendre, on va laisser la poussière tomber. Puis là, ils me disaient, oui, mais tu sais, nous, on est démocrates ici, le New Jersey, puis on aime les Québécois, on les adore. Puis, mais il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait faire. Hein. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un État démocrate, mais qui a voté démocrate, en tout cas, mais qui paye le prix des décisions prises par un président républicain, mais aussi qui a été porté au pouvoir par une grande partie de la population républicaine. Donc, le fait qu'il soit démocrate, rendu là, ça change pas grand-chose. Nous, on est des Québécois, puis on réagit comme ça. Cybèle, qu'est-ce que tu voulais? Oui, Mme Dufault, je me demandais, vous pensez que ça va durer combien de temps, ça? Tu sais, que les gens vont peut-être avoir une réticence à y aller parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'aller aux États-Unis aussi. Il y a des voyages qui sont le fun. Pensez-vous que les gens vont tenir leur fort ou il y a un moment où ça va être un petit peu plus lousse puis ils vont décider d'y aller? Ils reviennent, là, pour cet été. Oui, mais encore plus. Oui, parce qu'on m'a dit là, que les terrains de camping de la côte étaient presque pleins. Bon, OK, je pensais que c'était moins que ça. Les hôtels sont très heureux, là, ça revient. Fait que moi, je pense que j'ai l'impression que c'est le beau temps, la température, que là, tout à coup, tu as le goût de la mer, tu as le goût puis tu te dis, oui, mais les plages sont tellement belles, puis protégées, puis que finalement, c'est comme, je pense que les émotions estivales l'emportent sur la crainte, et puis les gens ont commencé à petite dose, puis là, semble-t-il que ça va de mieux en mieux. Alors, c'est pas évident pour vous parce que vous êtes une Québécoise, mais en tant que personne de relations publiques et vous travaillez dans les communications, votre client, c'est le New Jersey, Jersey Cape. Alors là, c'est sûr que vous êtes un petit peu prise entre l'arbre et l'écorce. Mais donc, je trouvais ça intéressant de vous parler pour que vous nous racontiez, en effet, les montagnes russes que ça a pu représenter. Donc, je pense que c'est pas tout le monde qui va le dire. Je pense qu'il y a des gens qui ont réservé là pour aller au New Jersey, mais ils le diront pas à leurs voisins ou leurs amis, mais il va y avoir beaucoup de Québécois, je pense, dans certains coins des États-Unis cet été. Ça, c'est sûr. Nicole Dufour, vous êtes représentante du Jersey Cape pour le Canada. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant de vous parler. Écoutez, Sophie, êtes-vous prête pour partir pour Cape May? Savez-vous, c'est quoi ma crainte? Ma crainte, c'est que moi, comme journaliste, et Richard, comme journaliste, on a tellement écrit sur Donald Trump que si les douaniers regardent dans notre ordinateur, je pense qu'ils vont nous renvoyer chez nous à coups de pied dans le derrière. Fait qu'on va attendre un petit peu. Ça m'étonnerait. Non, je le sais. De toute façon, sachez que la porte est ouverte. Absolument. Mais en attendant, je vais au Japon cet été. Alors, sayonara. Sayonara, les États-Unis. Merci beaucoup, Nicole Dufour. C'est ça. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Alors, vous avez vu la nouvelle, donc Québec qui s'oppose à la pluriparentalité, le ministre Jolin Barrette qui défend le modèle québécois. 2 parents reconnus pour un enfant. Avant de passer à la chronique de Rémi Villemur à ce sujet-là, je veux juste vous dire que le ministre Jolin Barrette va être à l'émission de Richard dans les minutes qui suivent sur les ondes de Cube Radio. Donc, Rémi, bonjour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est une excellente nouvelle. Oui. Une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, il faut lire les déclarations de Simon Jolin Barrette aujourd'hui parce qu'il a dit que dans la Charte canadienne, il y avait une telle chose qu'une ambiguïté si considérable entourant le modèle familial, le modèle familial point, le modèle parental, qu'il fallait agir. Parce qu'il disait, et c'était tellement vague comment c'était défini, que
8, 9, 10 personnes pouvaient comme ça décider de devenir les parents d'un enfant. On lui reprochera, ce qu'on reproche souvent à des gens quand on prend une bière puis qu'on nous sort des exemples de même, d'exagérer, d'imaginer le pire, mais s'il existe un domaine d'activité dans la société où il faut anticiper le pire, c'est bien le droit. Oui, non, tout à fait. Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que j'invite tout le monde à réécouter l'entrevue que j'ai faite. C'était hier avec Guillaume Rousseau. Hugo, je me tourne vers Hugo parce qu'il est ma mémoire, et Guillaume Rousseau, donc, qui est juriste et qui, lui, a écrit un texte justement dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où il dit attention parce que avec cette décision-là d'Ottawa, heureusement, ben là, il savait pas que Québec allait agir là-dessus, mais en tout cas, il disait on ouvre la voie à la polygamie. C'est exact. C'est exact. Puis, c'est ça. On va dire, mais vous exagérez, franchement. Que pensez-vous des gens qui ont eu une mère porteuse? Mais on est obligé d'imaginer le pire. C'est ça, être un juriste, c'est connaître l'être humain. L'être humain est fourbe, parfois épatant, mais souvent décevant. Donc, il faut l'anticiper dans ses derniers retranchements. Comme Molière. L'écrivain est fou, l'être humain est fourbe, mais parfois décevant. Ouais, je viens de lire Le Misanthrope chez moi. Ben c'est pour ça. Non, c'est ça. Donc, arrête de lire des grands auteurs, puis lis, je sais pas moi, des niaiseries. Non, j'allais nommer quelqu'un, je ferai pas ça. Non. Mais il y a autre chose, Sophie, derrière cette décision-là. Oui, c'est quoi l'angle? Parce que bon, moi, comme je l'ai dit, là, je salue une famille, c'est 2 parents, tout le reste n'est que fumisterie. Hein? On pourrait dire ça. Mais, ouais. Donc, mais il y a autre chose. Le Québec cherche souvent à affirmer sa particularité à l'intérieur du Canada, en attendant de pouvoir le faire à l'extérieur du Canada, et c'est souvent avec le sens commun. C'est banal, le sens commun, mais dans un monde en décadence, là, okay, l'Occident est décadent, dans un monde où les mœurs changent, nous surprennent au détour, nous mettent la mâchoire à terre comme ça, le sens commun est riche. Et le Québec fait souvent ça. Répondre au wokisme par la réponse québécoise, le sens commun, répondre au multiculturalisme par un autre modèle d'intégration. Dans les années 70, la loi 101, là, c'était pour beaucoup de gens une espèce d'idée rabat-joise, ça n'avait pas d'allure. Aujourd'hui, tout le monde défend ça. Peut-être que ça va choquer du monde. Je remarque quand même que la réaction est, sans être unanime, positive. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent ce matin pour dire que ça n'a pas d'allure. Là, hein. Je salue ça, mais c'est une certaine forme d'affirmation du Québec, ça. Oui, de la société distincte, mais c'est aussi, selon moi, ce qui transparaît de tout ça, c'est la préoccupation qui est de remettre l'enfant au cœur des préoccupations, parce que les parents peuvent avoir toutes sortes de modèles de vie conjugale qui leur conviennent, sur lesquels je ne porterai aucun jugement. Sauf que j'adore faire ce jeu de mots. Pour moi, un trouble, c'est du trouble plutôt qu'autre chose. Mais c'est déjà d'avoir un mari, c'est du trouble. Fait qu'imagine en avoir 2, puis 3, puis 4, puis monsieur, madame. C'est un très bon jeu de mots. Un jour, peut-être un livre de tes plus grands jeux de mots? Ben, il faut demander à Cybèle, parce que c'est Cybèle qui nous dit... Trouble et trouble, non. En tout cas, non, mais c'est pas pire. Mais remettons l'enfant au cœur des préoccupations. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire aussi. Récemment, il y a une commissaire qui a été nommée au bien-être des enfants, Marie-Ève Brunette-Kitchen. Après ça, il y a eu Leslie Hill aussi qui a pris place puis qui vraiment, comme tu dis, remet l'enfant au cœur des discussions du Québec. Donc, ça aurait été un peu contradictoire d'entendre des gens se prononcer comme ça, parce que finalement, ça sert beaucoup plus les parents que les enfants. Oui. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Là, parce qu'en fait, la prétention, au départ, c'était de dire il faut permettre qu'il y ait plus que 2 enfants, 2 parents pour un enfant, parce que si on ne le fait pas, on discrimine envers les familles qui sont différentes et qui sont donc plus nombreuses. Et quand je dis un enfant à 2 parents, on s'en fout que ce soit 2 pères, 2 mères, un oncle, une tante, ça n'est pas ça qui est important. Oui, mais écoute, moi je pense qu'une des affaires les plus faciles à dire dans la vie, c'est on aime les enfants. Au Québec, on traite bien nos enfants. Il faut le prouver, ça. Hein? Ça, c'est de la théorie. Hein? C'est de la théorie, c'est facile à dire, et ça, c'est la preuve qu'on le fait. Parce que l'important, c'est les enfants, c'est pas les parents qui ont parfois des projets de vie un peu particuliers. Hein? Élever des enfants à 3, OK, à part dans des cas très particuliers, c'est pas un modèle, là, de toute façon, c'est assez clair qu'on recommande. Et là, c'est l'enfant l'important, là. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur, est-ce que le développement de cet enfant-là, c'est à peu près sûr que ça va être le même d'un enfant dans une famille dite normale? Et d'ailleurs, ça réintroduit le mot normal. Hein? La normalité, la norme. Se poser la question de la norme, c'est pas inutile dans une société. Se rappeler comment on vit, de quelle façon on vit.
Et j'inviterais tout le monde également pour compléter cette réflexion, parce que vous avez le droit d'être en désaccord, mais pour, disons, éclairer cette discussion-là, une entrevue qu'on a faite la semaine dernière ou celle d'avant avec une avocate en droit de la famille, maître Sylvie Schirm, qui nous disait qu'elle était évidemment tout à fait en désaccord avec la décision d'Ottawa. Et elle disait, écoutez, elle, dans son bureau, se retrouve plein de parents qui doivent décider, mettons, les vacances quand des parents sont séparés. Est-ce que l'enfant passe, ou tu sais, mettons, la moitié du temps avec papa, ou un des parents? Ben là, quand t'as 3 parents puis 4 parents, là, tu viens juste de compliquer les choses au moment de la séparation. As-tu vu passer la réaction d'une association dont j'oublie le nom, je suis désolé, mais une association féministe qui a défendu la décision de Jolin Barrette, donc de porter en appel. Je pense que c'est PDF pour les droits des femmes, peut-être? Moi, ça m'a quand même surpris, parce que moi qui ai lu ton livre, je m'attends souvent, malheureusement, à être déçu avec les positionnements des groupes féministes. Il y a 2 groupes féministes qui, selon moi, ont raison 99% du temps, c'est pour les droits des femmes et le réseau féministe québécois. Donc, c'est peut-être une de ces deux organisations-là. C'est la deuxième. C'est certainement pas la Fédération des femmes du Québec, parce que moi, je trouve qu'ils sont souvent... non, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais donc, on a dit donc que c'est parce que dans les situations où il y a plus de 2 parents, c'est pas mal souvent la femme qui finit par perdre de son importance, perdre de ses responsabilités, puis perdre finalement de sens dans le couple. Donc, je salue ça. Au moins, encore un peu de cohérence. Se poser la question de la norme, je le répète, ce n'est pas inutile dans une société qui veut avancer. C'est pas superflu et c'est pas porter de jugement ceux qui sont en dehors de la norme. C'est juste rappeler que pour que la marge existe, il faut aussi qu'il y ait une norme qui soit là. Cybèle, merci. Rémi, merci. Hugo Veilleux, merci beaucoup. Jean-Philippe Leroux, merci beaucoup. Et on salue Fred Bastien à la mise en ligne. Au revoir, à demain. Kid.